Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, l'émission qui donne du sens à l'actualité et aux mutations de notre société avec au sommaire de ce 16 septembre l'offensive terrestre de l'armée israélienne sur Gaza-Ville, un cran supplémentaire dans l'horreur perpétrée avec l'aval des États-Unis et condamnée par la communauté internationale. Il faut absolument que ce carnage cesse et il doit cesser immédiatement. Le monde entier crie pour la paix, les Palestiniens et les Israéliens crient pour la paix, tout le monde veut que cela s'arrête. Or, ce qu'on voit, c'est une escalade continue qui est totalement et parfaitement inacceptable. Comment stopper l'escalade vengeresse de Benyamin Netanyahou? Comment réagit la société israélienne? Faut-il lier cette offensive terrestre avec la reconnaissance d'un État palestinien par la France et une quinzaine d'autres pays européens? On en débat dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, retour sur une génération de Français montrés du doigt par François Bayrou juste avant sa chute. Les boomers, ces enfants du baby-boom devenus retraités aujourd'hui et pour qui, je cite, tout va bien malgré l'endettement de la France. Cette attaque de l'ancien Premier ministre est-elle injuste? Qui sont ces boomers? Sont-ils plus riches que la moyenne des Français? Faut-il leur faire payer plus d'impôts? On répond à toutes ces questions dans 3 quarts d'heure et vous pouvez réagir avec ce QR code. Il suffit de flasher ce QR code. Je serai votre porte-parole auprès de nos experts, notamment sur l'actualité au Proche-Orient, comme le clame le ministre israélien de la Défense. Gaza brûle. Clémentine Louise. À l'aube, les Gazaouis découvrent l'ampleur des dégâts. Cette nuit, l'armée israélienne a bombardé massivement la ville de Gaza. Les habitants de ce quartier cherchent sous les décombres les corps des disparus. Des avions ont frappé cette maison qui appartient à la famille de mon oncle. Il y avait environ 50 personnes à l'intérieur, dont des femmes et des enfants. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont bombardé, nous avons récupéré des enfants déchiquetés. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza, administré par le Hamas, dénombre 59 morts et 386 blessés. Sur les réseaux sociaux, le ministre de la Défense israélienne déclare « Gaza brûle. L'armée israélienne frappe de plein fouet les infrastructures terroristes et ses soldats se battent héroïquement pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas. Nous ne lâcherons pas et nous ne reculerons pas jusqu'à ce que la mission soit accomplie. » Tsahal a lancé ce matin une offensive terrestre vers le centre de Gaza, un bastion des terroristes du Hamas selon l'armée israélienne. Au même moment, une commission d'enquête internationale de l'ONU accuse l'État hébreu de commettre un génocide. Tous les éléments de preuve montrent que c'est le groupe palestinien qui est visé. Le 9 octobre 2023, le ministre israélien de la Défense affirmait qu'Israël combattait des animaux humains. J'ai vu cela se produire lors du génocide rwandais, où les Tutsis étaient traités de cafards. Ils ont déshumanisé les Palestiniens. Il est donc acceptable de les tuer. Tel Aviv a immédiatement dénoncé des propos diffamatoires. La commission d'enquête a ignoré les atrocités commises par le Hamas. Elle promeut un discours qui sert le Hamas et ses partisans dans leur tentative de diaboliser l'État d'Israël. Hier, le chef de la diplomatie américaine réaffirmait le soutien indéfectible des États-Unis à Israël dans sa lutte contre le Hamas. Marco Rubio rencontrait ce matin l'émir du Qatar pour l'exhorter à poursuivre son rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, une semaine après l'attaque israélienne à Doha contre des dirigeants du mouvement islamiste. Et on débat de cette politique de la terre brûlée de Benyamin Netanyahou avec Antoine Basbouze. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Alexandra Schwarzbrod, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération et ancienne correspondante à Jérusalem. Belir Nabli, bonsoir. Bienvenue bonsoir. À vous aussi, professeur des universités en droit public, auteur de ce livre L'État de droit aux éditions Que sais-je, et Michael Darmon. Bonsoir Michael. Bonsoir. Éditorialiste pour Sens Public et vous avez, je le rappelle, également été correspondant à Jérusalem. Cette formule là, du ministre israélien de la Défense que je reprenais dans mes titres, Gaza brûle, vous parlez de... Quel terme vous employez? Alors on ne sait plus d'ailleurs quel mot trouver pour décrire ce qui se passe à Gaza. Écoutez, c'est une boucherie, c'est un carnage. Ça a été annoncé dès le 8 octobre 2023 quand plusieurs ministres, plusieurs dirigeants israéliens avaient annoncé la couleur en disant que les Gazaouis ne doivent plus rester à Gaza. Et qu'en Cisjordanie, le phénomène se produit à petite échelle, mais beaucoup de projets d'annexion. Et Netanyahou, il y a 2-3 semaines, sans complexe, montrait une carte du Grand Israël qui veut évacuer
pas loin de 150 millions d'Arabes pour les remplacer, alors qu'il n'y a que 7,2 millions de Juifs en Israël. Je ne sais pas, c'est messianique, c'est un peu fou, mais en même temps, je dirais que le Hamas est doublement criminel. Il a été criminel le 7 octobre en s'attaquant à des civils dans un état de guerre avec Israël, et criminel aujourd'hui parce qu'il refuse de se rendre, refuse de partir, de livrer ses armes, alors qu'il n'a plus de dirigeants, qu'il n'a plus que très peu de troupes, et qu'il sacrifie les Palestiniens. Au lieu de se rendre, il les sacrifie pour montrer l'horrible Israël. Donc là, on est dans la folie la plus totale. Alexandra Schwarzbrod, est-ce qu'il y a une stratégie de Benyamin Netanyahou avec cette dernière offensive? De toute façon, elle était annoncée, cette offensive. Il a déclaré il y a quelques temps qu'il allait accentuer son offensive, qu'il voulait récupérer Gaza City, considéré comme un fief du Hamas, là où se cachent les hommes du Hamas, et donc qu'il voulait le récupérer à n'importe quel prix. Beaucoup lui ont dit que ça risquait d'être un bain de sang pour les Palestiniens d'abord, mais aussi pour les soldats israéliens, et sans doute aussi pour les otages, parce qu'on ne voit pas bien... alors certes, il y a des tunnels où peuvent être cachés les otages, mais on ne voit pas bien dans ce bain de sang absolu comment les otages peuvent s'en sortir tous vivants, ceux qui restent en vie. Bref, si vous voulez, le moment n'est pas non plus totalement anodin, puisque dans quelques jours, à l'ONU sera annoncée la reconnaissance d'un État palestinien, si tout va bien. Parce que je vous rappelle que ça devait être annoncé en juin dernier à l'ONU, déjà, et que la veille ou le jour de l'ouverture de cette conférence, Benyamin Netanyahou a attaqué l'Iran. Ce qui fait que la conférence a été repoussée, le projet de reconnaissance a été repoussé. Donc on sait tous qui suivons ce dossier, ce sujet, que Netanyahou est capable de tout dans les jours qui viennent, ne serait-ce que pour faire diversion ou repousser cette conférence et cette reconnaissance de l'État palestinien. On y reviendra un peu plus tard sur ce chapitre, parce qu'évidemment c'est un chapitre important. Alors on va reprendre les arguments de l'armée israélienne qui parle de 3000 combattants du Hamas à Gazaville. Bélir Nabli, avec cette question, les soldats de Tsahal peuvent-ils les déloger sans donner l'assaut et un assaut terrestre? Surtout, la question qui se pose, c'est quelle crédibilité pour ce type d'argument, puisque c'est un argument récurrent dont on a eu l'occasion, malheureusement, de vérifier son caractère absolument inconsistant. Je donnerai juste un exemple. Rappelez-vous la première attaque d'un hôpital à Gaza, Al-Shifa. Le discours, le narratif israélien consistait à présenter cet hôpital comme couvrant le quartier général du Hamas, rien que ça. Force est de constater qu'il n'en était rien, et que ce qui devait consister ou représenter une exception est devenu la norme, puisqu'il ne reste plus aucun hôpital vierge de toute attaque militaire, et que ce type d'argument n'est même plus mobilisé. Mais il reste effectivement une organisation qui s'appelle le Hamas, qui continue de vouloir faire la guerre à Israël. Oui, mais alors on en revient au schéma initial. Si on considère qu'Israël est dans une posture, une dimension de légitime défense, la légitime défense en droit international, ce n'est pas un blanc-seing, ce n'est pas une carte blanche. Surtout lorsqu'on se présente comme un État de droit démocratique. Il y a des exigences, notamment la proportionnalité de la riposte, et naturellement le fait d'éviter de commettre des crimes internationaux, qu'il s'agisse de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire d'un génocide. Or, force est de constater, encore une fois factuellement et juridiquement, que premièrement, le Premier ministre israélien est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. J'allais dire pire, parce que historiquement c'est ce qui restera, en attendant la décision de fond de la CIJ, la Cour internationale de justice cette fois-ci, c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël, pas le gouvernement de suprémacistes, juifs, etc. L'État d'Israël qui est poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice. Donc ça, c'est établi.
Et ce ne sont pas ces narratifs, ces éléments. On verra comment aboutissent effectivement on verra comment aboutissent effectivement ces procédures, avec la question effectivement du rôle de l'administration américaine, de l'administration Trump. On décrit un Benjamin Netanyahou hors de contrôle. Ce n'est pas Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui allait l'arrêter. Écoutez. Eh bien, comme vous l'avez vu, les Israéliens ont commencé à mener des opérations là-bas. Nous pensons donc que nous avons une très courte fenêtre de temps pour qu'un accord puisse être conclu. Nous n'avons plus des mois devant nous, mais probablement quelques jours, voire quelques semaines. C'est donc un moment clé, un moment important. Et encore une fois, notre préférence est que cela se termine par un accord négocié dans lequel le Hamas déclare « Nous allons nous démilitariser, nous ne représentons plus une menace, nous allons libérer tous les otages ». Alexandra Schwarzbord, est-ce qu'on peut dire, c'est l'expression que j'ai employée moi dans mes titres, donc vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, qu'il y avait une sorte d'aval donné par l'administration américaine pour l'opération terrestre. C'est très clair, ça. Je crois qu'on peut le dire, en effet. Enfin, est-ce que sur le moment, c'est pas forcément évident, mais sur le principe, aucun problème, bien sûr. De toute façon, Donald Trump appuie totalement Benjamin Netanyahou. Donald Trump et son entourage sont totalement acquis à la stratégie de Benjamin Netanyahou, et même certains le poussent, puisque je pense que le projet de Riviera, il faut le prendre très au sérieux, puisque dans l'entourage de Donald Trump, dans l'entourage très proche, il y a des hommes qui veulent faire du business dans cet endroit du Proche-Orient. Et par ailleurs, alors, c'est vrai que par ailleurs, Benjamin Netanyahou, il se sent tellement appuyé par Donald Trump que parfois il lui demande même pas son avis, puisqu'on a vu que la semaine dernière, quand il a bombardé le Qatar à Doha pour atteindre des hommes du Hamas qui se réunissaient là, il n'a prévenu Donald Trump que quelques minutes avant la frappe. Donc, si vous voulez, c'est peut-être là qu'il peut y avoir, à un moment quelque chose qui se passe, parce qu'il est tellement sûr de son impunité, tellement sûr d'être le chef du game, si vous voulez, du jeu qui se joue en ce moment au Proche-Orient, d'être le plus fort, que peut-être ça peut l'amener un jour à faire quelque chose qui dépassera ce que Donald Trump est capable d'accepter. Je reviens vers vous sur cette question, Michael, vous vouliez intervenir. Oui, si on pose effectivement le décor de ce qui se passe en ce moment, et avec ces jours cruciaux vers ce compte à rebours vers l'Assemblée générale de l'ONU, il y a en fait deux équations qui se télescopent. Il y a les questions de savoir effectivement si le Hamas a plus envie de créer un État palestinien que de détruire l'État d'Israël. Et du côté d'Israël, on a aussi la question qui se pose, savoir si effectivement il y a plus l'envie de détruire le Hamas que de ramener les otages. Et en ce moment, on sent bien qu'on a un tournant. On sent bien qu'effectivement Netanyahou entend d'un côté les familles qui disent qu'il faut absolument faire attention et tout faire pour ramener les otages, et de l'autre côté, une partie importante de la population qui lui dit mais attention, il ne faut pas que les soldats qui sont morts pour détruire le Hamas ne soit pour rien. Et donc, en ce moment, il est entre ces deux, il est sur ce chemin de crête, parce qu'il sent bien qu'effectivement, avec ce qui va se passer à l'ONU, il doit continuer à exercer un rapport de force contre une partie de plus en plus importante, on y reviendra sûrement, de la société israélienne, qui maintenant se manifeste aussi une incompréhension à l'égard de ce bourbier. Et quant effectivement aux histoires d'accusations de génocide, elles sont encore en cours d'instruction. Il y a à noter par exemple que la Grande-Bretagne, depuis quelques jours, a annoncé que pour elle, il n'y avait pas de génocide en cours à Gaza, ce qui est assez intéressant du point de vue aussi de la réflexion globale qui est menée sur les massacres et la grande difficulté qui se passe en ce moment à Gaza. Je reviens à cette question du lien avec les États-Unis en relayant une question d'un de nos téléspectateurs, Victor de Paris, qui dit quel est l'intérêt des États-Unis à soutenir corps et âme cette politique génocidaire. Je cite le terme qu'il a employé. Ils sont totalement associés. Oui. L'impunité, c'est équivaut à la complicité. L'armement d'Israël est américain, les bombes sont américaines, le renseignement est partagé. Et Netanyahou est sous de sa puissance. Il a détruit le Hezbollah, presque fini avec le Hamas, renversé Assad, frappé Téhéran, frappé au Yémen, envoyé ses avions chez l'allié principal des États-Unis dans le Golfe, alors que la base d'Al-Udaid au Qatar, c'est la plus grande base américaine en dehors des États-Unis. Donc il se sent poussé des ailes, il n'y a rien qui l'arrête. Pardon de vous interrompre, quand Donald Trump dit Israël ne frappera plus le Qatar,
fait, a-t-il reçu a-t-il des certitudes pour dire ça? A-t-il reçu un engagement de la part de... Il peut ordonner cela, parce que c'était un échec total. Oui. Et du coup, si la frappe avait réussi, qu'est-ce qui se serait passé? Tout le monde aurait parlé de la décapitation du Hamas. En tout cas, cette frappe était destinée à détruire les négociations sur le sort des otages à Gaza. C'était une frappe pour en finir avec les négociations, beaucoup plus qu'avec les négociateurs. Mais en cas d'échec, maintenant, la question s'est portée, est-ce qu'Israël devait frapper le Qatar sans avertir les États-Unis? Bref, les États-Unis savent tout ce qui se passe parce que ces avions sont américains et quand ils prennent leur envol, il y a les radars, les satellites, les bases dans la région qui savent tout. Bref, il y avait une telle liberté d'action pour Netanyahou qu'il s'est foutu un peu de Donald Trump. Donc, en plus, Gaza, c'est un projet partagé puisque la Riviera de Trump ne peut pas se faire sans vider Gaza de ses habitants. Et là, direction fléchée vers le Sinaï, vers l'Égypte, avec la seule rue de Rachid qui est sur la côte et qui débouche à Rafah, c'est-à-dire aux portes du Sinaï, c'est-à-dire en Égypte. Oui, effectivement. Autre question, Véronique de Lyon, le Hamas pourrait-il vraiment accepter de se démilitariser et de libérer les otages comme le souhaite Washington à la suite de cette attaque? Bélir Nabli. Est-ce que c'est totalement illusoire d'imaginer ça? C'est intéressant comme question, c'est aussi la question qui se pose au Hezbollah, au Liban. Et en même temps, dans la mesure où on a à l'esprit comment ces deux entités se sont construites, difficile d'imaginer leur substrat politique sans leur prolongement militaire. Donc, parce que cela participe de leur propre autorité vis-à-vis de la population. Donc non, difficile à imaginer. Et pardonnez-moi aussi de revenir, puisque ça a été évoqué, l'accusation de génocide, elle est plus que sérieuse. Et c'est intéressant que vous évoquiez le cas britannique, qui n'a aucune valeur juridique. C'est un État qui se positionne le jour où la commission d'enquête officielle, onusienne, reconnaît l'existence d'un génocide à Gaza. Je veux dire, à un moment donné, il faut mais on voit bien qu'autour de ce mot, il y a aussi des enjeux diplomatiques qui au-delà des enjeux juridiques et des procédures juridiques. C'est ce dont parlait Michael. Vous avez raison. La compagnie internationale a suspendu aussi une partie maintenant de ces procédures. On comprend bien que pour Israël, c'est difficile de l'accepter. Bien sûr. On comprend bien que l'accusation est difficilement acceptable du point de vue israélien. Mais là, on parle de la commission d'enquête officielle de l'ONU. Ce n'est pas une entité, ce n'est pas un État. Vous voulez l'une et l'autre intervenir. Alexandra Charzod pour commencer, ensuite Antoine Basbous, et après on parle de la société israélienne, de sa réaction. Je voulais revenir sur la question qui vous a été posée sur le Hamas. Bien sûr, il y a un moment où le Hamas sera décapité, c'est-à-dire où l'infrastructure militaire du Hamas sera, elle est déjà, je crois, détruite à 80 ou 90%. Mais c'est pas ça qui marquera la fin, malgré tout, de la haine contre Israël. Au contraire, tout ce qui est en train de se passer, tous ces enfants-là qui ont perdu peut-être leurs parents dans les dernières frappes, ils vont à leur tour avoir envie de se venger, que ce soit sous le sigle du Hamas ou autre. Et c'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'on voit bien en ce moment le cycle de la haine qui repart pour une génération, si ce n'est plus, et même peut-être deux. Et donc, ça n'a aucun sens quand Benyamin Netanyahou dit « nous voulons détruire le Hamas ». Ok, peut-être qu'ils vont détruire l'organisation militaire, mais pas l'idéologie, ils vont peut-être même la renforcer. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de détruire tout espoir de paix, les dirigeants israéliens actuels, tout espoir de paix, parce qu'ils n'y ont pas intérêt. C'est une des questions que se pose la société israélienne aussi. Dans quelle spirale le pays est engagé? Antoine Basbous. Écoutez, il faut d'abord dissocier la cause palestinienne du Hamas. Le Hamas a été cramé. Quel crédit aujourd'hui, quel bilan du Hamas? Il a conduit son peuple au désastre le plus absolu. Un adversaire, un ennemi d'Israël n'aurait pas rendu un si mauvais service que le Hamas l'a fait. En revanche, la cause palestinienne survivra au Hamas. C'est une évidence, parce que cette identité palestinienne, elle est ancrée auprès d'une population de 15 millions d'habitants à peu près, qui se trouvent, même en Australie, continuent à avoir la clé de leur maison, même si c'est illusoire, ils ne vont jamais retrouver la Galilée, mais tout au moins, le projet de deux États côte à côte a du sens dans la mesure où
Israël ne peut pas vivre éternellement avec la suprématie des armes. Il faut quand même avoir des voisins en paix. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'Égypte peut suspendre les accords de Camp David si Israël repousse les Palestiniens de Gaza dans le Sinaï. La Jordanie risque la même chose avec les Cisjordaniens qui sont poussés vers la Jordanie. Et puis, avec la frappe dans le Golfe était... Il y avait un moteur, les Émiriens, les Émirats arabes unis, qui plaidaient la cause des accords d'Abraham. Ils se sont totalement refroidis. Donc, on rappelle que les accords d'Abraham, c'était des accords économiques qui avaient été signés avec un certain nombre de pays arabes. Pas que économiques, diplomatiques, surtout la partie économique. Beaucoup de sécuritaires aussi. Oui. Et tout ça, évidemment, a été stoppé pour le moment, mais avec le risque d'un changement de pied. Ouais. Alors, j'ouvre le chapitre comme promis de la réaction de la société israélienne, notamment à cette offensive terrestre sur Gazaville, avec une forme d'incompréhension grandissante. C'est le plus haut gradé militaire, le chef d'état-major de Tsahal, qui porte cette contestation, Michael, et de manière publique. Oui, alors il est évident que du côté de l'armée israélienne, il y a un surnom qui ne correspond pas, c'est la grande muette. C'est même plutôt la grande bavarde, parce qu'effectivement, tout le monde parle. Et alors retenez bien effectivement son nom, parce qu'on risque de l'entendre souvent dans les prochains temps. Il s'appelle Eyal Zamir, c'est le chef d'état-major donc de l'armée, nommé par Netanyahou au printemps 2025, à la suite donc de la démission de son prédécesseur qui avait endossé la responsabilité pour le massacre du 7 octobre. Donc, selon le fonctionnement démocratique du pays, l'armée obéit aux injonctions du pouvoir politique. Sauf que Zamir, lui, ne l'entend pas ainsi. Et si effectivement l'armée obéit au plan annoncé, eh bien le chef d'état-major se révèle être un soldat très turbulent et fait régulièrement connaître ses désaccords dans la presse et dans diverses occasions. À peine nommé d'ailleurs, il s'était opposé avec virulence au ministre d'extrême droite qui flanque Netanyahou dans sa coalition. Il y a quelques jours, Zamir, avec le Mossad d'ailleurs, avait aussi exprimé des doutes sur l'utilité de l'opération militaire à Doha. De ce point de vue-là, il n'a pas eu vraiment totalement tort. Alors avec l'opération à Gaza City, c'est encore monté d'un cran. Il a fait savoir publiquement qu'il ne comprenait pas le sens de cette opération, qui mettait en danger la vie des otages, qui ne changerait rien à l'existence du Hamas. Et il va encore plus loin. Il accuse le gouvernement de ne pas donner toutes les informations à l'armée, de dire l'armée marche à l'aveugle dans cette opération, dans le flou, et ne connaît pas les véritables intentions des chefs de gouvernement. Et il va même jusqu'à exprimer le soupçon que le véritable objectif serait d'installer un gouvernement militaire à Gaza, ce à quoi il s'oppose. Et alors, comment réagit Benyamin Netanyahou, qui l'a nommé, vous nous l'avez dit, on pourrait imaginer que ce serait un motif de limogeage, par exemple. Eh bien, étrangement, non. Le Premier ministre le recadre, et laisse partir autour de lui les flèches et les fuites, donc les diatribes contre ce turbulent général. Mais le Premier ministre israélien donne quand même l'impression, quelque part, de prendre un peu au sérieux quand même ces critiques, parce que un grand nombre d'Israéliens dans les sondages ces jours-ci considèrent que l'opération à Gaza City vient essentiellement servir des objectifs politiques et personnel de Netanyahou, et l'incompréhension s'installe. Non seulement les otages sont en danger, disent-ils, mais les critiques internationales s'accentuent, on le voit, on le sait, sur Israël, et il n'y a pas aujourd'hui un artiste, scientifique, sportif israélien qui ne souffre pas de cette situation. Un indice très intéressant: Netanyahou a donné une interview à une chaîne d'information continue, plutôt très très critique en général contre lui, la fameuse N13, pour pouvoir répondre à ces critiques. C'est assez rare parce qu'en général, quand il parle à la presse, c'est plutôt la presse internationale et plus rarement la presse nationale. Bref, en Israël, on comprend de moins en moins cette guerre qui s'éternise, et la formule qui est régulièrement maintenant utilisée dans la presse israélienne, c'est que Gaza est en train de devenir le Vietnam d'Israël. Alors je veux bien vous entendre les uns et les autres, l'une et les autres, sur la société israélienne. Meir Nabli, je commence avec vous. Est-ce qu'effectivement vous la sentez bouger moins uniforme derrière l'offensive ou la stratégie de Benyamin Netanyahou? D'abord, pour réagir aux propos qui ont été rappelés, il y a toujours eu des voix extrêmement critiques par rapport à la politique gouvernementale israélienne, y compris au sein de l'appareil d'État israélien, voire l'appareil militaire, voire l'appareil de renseignement, même si c'était exprimé par d'anciens responsables du Shin Bet et autres. Donc ça, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu ce regard critique et lucide. Et d'une certaine manière, le moment Oslo a été permis aussi grâce à ce type de responsables ou d'anciens responsables israéliens. Aujourd'hui même, les voix les plus critiques vis-à-vis de la politique de Netanyahou sont issues ou sont exprimées par d'anciens présidents de la Knesset ou d'anciens premiers ministres aussi. Donc,
Cela a toujours existé. Mais pour dire vrai, et de mon point de vue, ça reste des voix minoritaires, extrêmement minoritaires. Et pour être tout à fait objectif, je vous renvoie aux enquêtes d'opinion. Aujourd'hui même, ou les dernières semaines, sur la perception de la colonisation, par exemple. C'est-à-dire les problèmes de fond qui animent ce conflit. Vous avez des chiffres ahurissants. Il n'y a aucune remise en cause de la colonisation de la Cisjordanie, aucune remise en cause du principe même de l'occupation militaire. Vous avez un autre élément objectif, factuel. Il y a 2 semaines à peu près, il y a eu un vote à la Knesset sur l'annexion, sur la perspective de l'annexion de la Cisjordanie. 77 voix pour, 13 voix contre, essentiellement des Arabes israéliens. Je veux dire là, cette opposition dont on nous parle à chaque fois pour nous dire il y a une société politique israélienne qui se mobilise. Elle se mobilise sur la question des otages, sur des questions économiques et sociales et sur la figure de Netanyahou comme homme politique corrompu, mais sur les problèmes de fond liés au conflit avec les Palestiniens, il y a au contraire, de mon point de vue, une forme de consensus passif et silencieux qui se traduit par cette capacité finalement de Netanyahou à foncer droit dans le mur. Oui, alors on va voir si nos autres invités sont d'accord sur cette analyse. Vous parlez de la Cisjordanie, on va y consacrer du temps tout à l'heure, puisqu'il y a un groupe de sénateurs et sénatrices qui en reviennent et qui ont donné une conférence de presse cet après-midi. Ça va être vraiment intéressant de savoir ce qu'ils en ramènent. Alexandra Schwarzbord, un peu la même question. Comment vous évaluez, vous, d'éventuelles, je suis prudent, lignes de fracture au sein de la société israélienne sur la stratégie de Netanyahou? Il y en a une ligne de fracture, il y en a une énorme même. On peut dire même en gros qu'il y a 2 Israël qui se confrontent aujourd'hui. Il n'y en a plus un seul, il y a 2 Israël. Il y a un Israël qui est malheureusement, je suis d'accord, de plus en plus important, peut-être majoritaire, qui est composé des colons, des religieux, de tous ceux qui veulent conquérir le plus possible. Ultranationalistes, voilà. Et ça, c'est un groupe de plus en plus important, qui croient de plus en plus. Et ça, c'est la colonisation, ça a tout perverti. Et ça, les Israéliens ne s'en sont pas rendus compte assez tôt. La colonisation a tout perverti en Israël. Et il y a un autre Israël qui est composé de laïcs, de gens ouverts au dialogue avec les Palestiniens, de gens qui pensent qu'on peut encore... Mais arrive-t-il à se faire entendre? Mais non. Et le problème, c'est que je crains que cet Israël-là soit de plus en plus minoritaire et ne parvienne pas à lutter face à l'autre groupe. Et ce qui revient à dire, le problème majeur pour les années à venir, c'est que Netanyahou finira par perdre le pouvoir, tôt ou tard. Et par être jugé. Tôt ou tard. Il est très fort. Il est malheureusement très très fort. Donc il est capable de tout. Mais bon, tôt ou tard, il perdra le pouvoir. Mais le jour où il ne sera plus au pouvoir, que ferons-nous avec, comment Israël va se sortir, comment faire avec cette moitié d'Israël, cette bonne moitié d'Israël qui est totalement sur la ligne de Netanyahou. Ceux-là, ils seront toujours là et peut-être même qu'ils vont être de plus en plus nombreux. Donc, il y a un vrai problème de fond dans ce pays qui est de plus en plus gouverné par les colons, les religieux et les ultranationalistes. Il faudrait de nouvelles élections pour savoir exactement où se situe cette majorité. Je reviens sur le chef d'état-major Eyal Zamir. D'après vous, Antoine Bazbous, sa voix pèse, oui, non, à quel point? C'est une voix d'opposition sérieux de l'intérieur de l'appareil. Mais en Israël, c'est le Premier ministre qui a le dernier mot, flanqué de son ministre de la Défense, qui est un béni oui-oui. Je crois que l'époque que nous vivons est celle un peu du prolongement de la conquête de 1948. Israël a envie d'élargir ses territoires. Il trouve que les frontières de 1967 ne sont pas du tout vivables. Il y a maintenant à peu près 940 000 colons en Cisjordanie. Et là, ils viennent de voter le projet E1 qui va ramener 7 400 familles, je crois, et qui va couper la géographie de la Cisjordanie en 2, de sorte qu'il n'y ait plus la possibilité d'avoir un État palestinien en Cisjordanie. Bref, tout ça, c'est le prolongement. Le Hamas, cette attaque du 7 octobre a ouvert la voie à ce que des projets territorialistes, messianiques de Jabotinsky, qui était le maître à penser du père de Netanyahou, voient le jour au nom de la lutte contre le Hamas.
Alors, on va vous parler les uns et les autres de la Cisjordanie. Donc, je vous propose justement de revenir tout de suite sur cette visite de sénateurs, sénatrices dans les territoires palestiniens avec Alexandre Poussard, qui nous rejoint tout de suite. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. La conférence de presse a eu lieu vraiment il y a quelques heures cet après-midi. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle délégation parlementaire sur place. On est, si rien ne change, à une dizaine de jours de la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Effectivement, le groupe d'amitié France-Palestine du Sénat s'est rendu du 8 au 12 septembre d'abord à Ramallah, Bethléem et à Jérusalem-Est. Et les sénateurs ont pu échanger avec des responsables politiques palestiniens. Également, ils ont rencontré, là ils sont avec le Premier ministre de l'autorité palestinienne. Ils ont aussi rencontré des responsables religieux, associatifs et puis des habitants des territoires palestiniens. Et en premier lieu, ces sénateurs retiennent de leur déplacement l'impossibilité de livrer des secours à Gaza depuis la Cisjordanie avec, on le voit ici, le stock d'équipement médical du Croissant-Rouge palestinien à Ramallah en Cisjordanie qui est, vous le voyez, rempli de médicaments, de prothèses, de matériel d'urgence impossible aujourd'hui à acheminer, ce qui a provoqué la stupéfaction des sénateurs. Quand on voit d'un côté la malnutrition, la souffrance, l'absence de services de soins, et que l'on voit de l'autre côté l'abondance de matériel, on se dit non, ce n'est pas possible, que ça ne peut pas durer, et c'est à moins de 2 heures de voiture. Voilà. Et puis, comme je le disais, ce groupe de sénateurs-sénatrices, ils ont pu se rendre en Cisjordanie. Ah oui, dans ce territoire qui est morcelé par des colonies israéliennes, alors des colonies officielles, on le voit sur cette carte du journal Le Monde, ce sont les points en jaune orangé, et puis il y a les colonies sauvages, ce qu'on appelle les avant-postes, ce sont tous les points rouges qui sont occupés par quelques colons, et dans cette colonisation, il y a la volonté israélienne de compliquer les déplacements au quotidien des Palestiniens dans leur territoire avec la multiplication de checkpoints. Et puis, il y a aussi la volonté de compliquer sur place la vie quotidienne. Alors, on voit là les sénateurs qui observent des projets de nouvelles colonies israéliennes qui vont se développer à l'est de Jérusalem, en territoire de Cisjordanie, avec cette volonté et cette vie quotidienne qui est de plus en plus difficile pour les Palestiniens sur place. Écoutez cet exemple qui est raconté par le sénateur Étienne Blanc. C'est un exemple qui nous a été donné parmi d'autres. J'ai une ordonnance qui a été rédigée par un médecin en Cisjordanie. Il n'y a pas de médicaments ici, donc je veux les acheter à Jérusalem. Et à Jérusalem, on dit non, je ne reconnais pas une ordonnance qui a été faite par un médecin palestinien. Voilà, et la personne qui a subi cela ne pouvait pas bénéficier de ces médicaments. Donc c'est une foule d'événements de cette nature. Et puis un dernier thème, Alexandre, la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Bien sur place, les Palestiniens ont remercié les sénateurs français de cette future reconnaissance de la Palestine par la France, mais ils craignent le jour d'après cette reconnaissance. Écoutez le sénateur Adel Ziane. Lorsque l'on parle de la reconnaissance par la France de la Palestine, d'abord il y a une fierté, une forme de dignité aussi qui est rendue. C'est ce qui nous a été dit concrètement par les Palestiniens, mais une crainte aussi derrière des conséquences que cela impliquera, en particulier la réaction de l'État israélien. Et certaines personnes du gouvernement israélien et certaines personnes en Palestine nous ont dit des craintes aussi d'un renforcement des difficultés de circulation, potentiellement, c'est ce que nous avons entendu, d'une annexion. Aujourd'hui il y a une occupation, mais d'une annexion peut-être de l'ensemble de la Cisjordanie. Voilà, l'annexion de la Cisjordanie, c'est la crainte réelle de la population palestinienne dans ces territoires. Merci beaucoup, Alexandra. À tout à l'heure. Alexandra Schwartzbott, vous avez parlé tout à l'heure de ce qui se passe à Gaza en le liant finalement à l'échéance du 22 septembre et de la reconnaissance d'un État palestinien par la France, une quinzaine d'autres pays européens. Ce qui se passe en Cisjordanie, alors c'est un processus lent évidemment, qui dure depuis des années, mais de la même façon, c'est quoi? C'est le moyen d'empêcher
cette solution à deux États dont on continue de rêver quand on voit la carte. Oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, Benyamin Netanyahou, depuis qu'il est au pouvoir, et ça fait des lustres, fait tout ce qu'il peut pour empêcher toute création d'un État palestinien. Et ses ministres d'extrême droite encore plus pour eux. Et donc, c'est pour ça que la colonisation, leur but, c'est d'empêcher toute continuité territoriale et qu'il n'y ait pas de territoire où bâtir un État. Et ensuite de dire, ben voilà, il n'y a pas les moyens de bâtir un État. Donc, si vous voulez, tout ça est malheureusement logique et malheureusement, entre guillemets, normal dans la logique de Netanyahou, c'est d'accentuer la colonisation toujours plus. Et de façon, le but, c'est au bout du compte d'annexer toute la Cisjordanie. Donc, on voit bien que les Palestiniens, malheureusement, je pense dans leur esprit, sont voués à redevenir une diaspora. C'est-à-dire vont finir par ne plus avoir de terre, puisque à Gaza, l'idée, c'est de les rassembler dans un petit... ils appellent ça, les dirigeants israéliens appellent ça une zone humanitaire, mais l'ONU préfère parler d'un camp plutôt. Et donc voilà, l'idée, c'est d'en garder quelques-uns là, mais d'en chasser un maximum vers des pays, mais qui veulent pour l'instant, ils n'ont aucun succès aucun pays ne veut accueillir les Palestiniens. Et la Cisjordanie, le but, c'est aussi petit à petit de les faire partir, de les chasser. Donc c'est ça, il n'y a aucune volonté quand ils parlent de négociation, de paix, il n'y a aucune volonté de paix, ou alors une paix imposée par la force, et où les Palestiniens seraient vraiment des sous-hommes, quoi, enfin, qui seraient totalement sous la coupe des Israéliens. Antoine Vazous, malgré tout, ça, évidemment, les symboles pèsent. Ça a du sens de reconnaître l'État palestinien, d'organiser cette journée à l'ONU, même si ça ne va pas changer la vie, on l'a bien compris, quotidienne des Palestiniens de Gaza ou de la Cisjordanie. C'est courageux de la part de la France de prendre cette initiative qui est très tardive. À Oslo, en 1993, il y a eu, avec Rabin et Arafat, la signature de deux États, mais c'était tellement mal négocié que l'interprétation donnait au plus fort la façon de les appliquer. Et puis Rabin a été assassiné 2 années plus tard, et Rabin n'a pas eu de successeur à la tête du gouvernement israélien parce que tous les autres n'ont pas osé poursuivre dans cette voie. Donc du coup, Netanyahou, c'est le règne le plus long des premiers ministres d'Israël, est totalement hostile à cette idée. Il combat pour l'élargissement de l'espace juif en Israël et en Palestine. Et de ce fait, je ne vois pas un aboutissement de ces deux États. C'est une idée très bien, mais la cause palestinienne peut devenir un peu comme l'ordre de Malte, avec un palais installé dans une capitale arabe européenne, si jamais il n'y a plus pas d'assise territoriale sur laquelle se placer. Michael, et ensuite je vous redonne la parole. Cette période est vraiment importante. En plus, c'est important de la rappeler parce qu'effectivement, après Rabin, il y a eu comme 2 tentatives avec Ehud Barak et Olmert qui ont présenté plusieurs fois des plans à Yasser Arafat, mais qui ont été refusés parfois au dernier moment. Et c'est à partir de là que, quand Netanyahou est revenu au pouvoir, que ça a été la glaciation la plus totale. Et ce qu'on évoquait effectivement avec ce qui peut arriver avec la reconnaissance éventuelle à l'ONU, c'est une période de chaos diplomatique très importante qui peut commencer, parce qu'en réalité, il pourrait y avoir effectivement comme représailles de la part d'Israël de fermer le consulat de français à Jérusalem, qui entraînerait éventuellement à ce moment-là un retour éventuel de l'ambassadeur de France en Israël pour des consultations et déclencherait également un effet domino sur d'autres ambassadeurs. Donc on pourrait arriver à un espèce de blocus diplomatique d'Israël lié à ce qui va se passer. Et pour l'instant, vous avez raison de le souligner tout à l'heure, on ne sait pas encore comment ça va atterrir. On sait qu'Emmanuel Macron est encore en train de chercher la bonne formule pour pouvoir présenter cette reconnaissance de manière équilibrée, notamment avec les conditions à mettre sur le Hamas. Oui, alors, et avec ce terme, il avait parlé d'un État palestinien démilitarisé. Ça explique la question d'Alban qui nous écrit de Reims. Comment assurer que la Palestine va devenir un État si on lui demande d'être démilitarisé alors qu'avoir sa propre armée fait partie intégrante de la définition d'un État? Bélir Nabli. Écoutez, ça fait partie des éléments baroques de ce conflit où précisément la puissance occupante essaie d'imposer finalement ses conditions à la population occupée. D'ailleurs, c'est très intéressant.
cette puissance occupante, donc Israël, exige, alors qu'en fait, du point de vue du droit international, elle n'a rien à exiger. Vous avez des avis de la Cour internationale de justice, vous avez des résolutions onusiennes qui demandent, qui exigent à Israël, et non pas l'inverse, de quitter ces territoires, tout simplement. La Ligue arabe demande aussi au Hamas de quitter le pouvoir. Il n'y a pas d'exigence unilatérale. Essayez pas d'instiller de la confusion là où c'est très clair. Non, je vous dis... non, mais excusez-moi. J'éclaircis vos propos. Je vous parle du droit international, je ne vous parle pas de la Ligue arabe. Donc du point de vue du droit international, cher monsieur, Israël est obligée de quitter ses territoires en Cisjordanie. Elle viole le droit international depuis des résolutions qui datent des années 60. Je rappellerai que d'après le dernier avis en date en la matière de la Cour internationale de justice, le système mis en place par Israël en Cisjordanie relève d'un système d'apartheid. Je reprends le terme utilisé. Et que, donc, il n'y a rien à négocier, en fait, a priori. Je reviens sur la reconnaissance de l'État palestinien, parce que si on se pose la question des moyens, on a parlé des États-Unis, on peut dire que pourrait faire l'Europe, l'Union européenne, par exemple, pour freiner Israël, pourrait y avoir des sanctions économiques. Est-ce que c'est une forme de sanction, malgré tout, le fait de reconnaître un État palestinien? C'est le paradoxe de la chose. A priori, c'est d'abord et avant tout un acte unilatéral. C'est-à-dire la France, souverainement, reconnaît une entité comme de nature étatique, et donc c'est un acte diplomatique très fort, qui n'est pas, a priori, une sanction en tant que telle, puisque c'est au contraire une reconnaissance donc, destinée aux Palestiniens, en soutien à leur démarche, qui relève d'un principe du droit international, qui est l'autodétermination des peuples. Mais c'est perçu comme une sanction par Israël. Oui, et de manière plutôt fondée, pour être tout à fait honnête. Bien sûr que politiquement, ça sera ressenti et ça devrait être perçu et analysé comme une sanction diplomatique, même si ce n'est pas la nature et l'objectif d'une reconnaissance. Alexandra, pardon. Alors, il y a un détail qui est important, qui pourrait être important, mais qui malheureusement pour l'instant ne l'est pas. C'est qu'il n'y a pas que la France qui annonce la reconnaissance de l'État palestinien. Cette initiative est portée par la France avec l'Arabie Saoudite. C'est vrai. Donc, ça... Je parlais de 15 États européens, mais il y a l'Arabie Saoudite, il ne faut pas l'oublier. C'est même pas qu'elle ne suit pas, elle est... Cette conférence sera coprésidée par Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman, si tout va bien, encore une fois. Moi, je reste très prudente. Ça, c'est hyper important. Ça pourrait être hyper important, parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même une puissance qui est très riche, qui est financièrement très riche, et on sait que Donald Trump, la seule chose qui l'intéresse, c'est le business. On a parlé tout à l'heure des accords d'Abraham. Donald Trump rêverait, dans son monde idéal, de relancer ces accords d'Abraham avec l'Arabie Saoudite et de faire plein de business avec tous les États du Golfe. Donc, les États du Golfe ont potentiellement un levier d'influence sur Donald Trump. Mais ce levier, malheureusement, ils ne l'utilisent pas parce que je pense qu'ils sont très frileux vis-à-vis des États-Unis. Ils n'ont pas envie de perdre le lien avec les États-Unis. Mais on a bien vu avec la frappe sur Doha, la réunion du sommet des États arabes hier, qui a abouti sur une déclaration qui avait l'air très virulente sur Israël, mais c'était que des mots. Derrière, il n'y a pas de geste pour l'instant. Mais potentiellement, les États arabes, si vraiment on arrivait, quand je dis on, c'est la France et les pays d'Europe, arrivaient à embarquer les États du Golfe avec tous les États d'Europe, ça pourrait avoir... mais on voit bien que pour l'instant, tout le monde reste très, très, très frileux. Et même les sanctions, vous parliez de sanctions. La semaine dernière, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé qu'elle voulait renforcer les sanctions contre Israël. Ça va être débattu, je crois, demain. Malheureusement, alors beaucoup d'États européens y sont favorables. Malheureusement, il reste des pays comme la Hongrie qui apportent leur veto. Donc, vous voyez, il y a potentiellement moyen de faire pression, mais c'est très, très difficile. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler, Bélir Nabli, le titre de votre livre, L'État de droit. C'est aux éditions Que sais-je. Merci beaucoup et à bientôt sur Public Sénat.